L'extrême droite en Europe est en progression constante depuis des années. Mais ces élections européennes pourraient marquer un tournant, car un groupe de partis de droite radicale pourrait devenir la troisième force politique au Parlement européen. Dans cette édition de The Global Conversation, j'interroge l'homme qui a mené leur campagne, le Danois Anders Vistisen, sur ses propositions en matière d'immigration, de soutien à l'Ukraine et sur les allégations compromettantes d'ingérence étrangère au sein de son parti. Anders Vistisen, bienvenue sur Global Conversation. Vous représentez le groupe Identité et démocratie qui rassemble certains des partis européens que certains considèrent comme faisant partie de la droite la plus radicale. Pourtant, Identité et démocratie ne vous a pas officiellement présenté comme candidat principal, n'a pas publié de manifeste pour ces élections et n'a pas organisé de congrès politique. Ne craignez-vous pas que les électeurs de votre pays aient l'impression que vous ne prenez pas ces élections européennes très au sérieux ? Non, au contraire, je pense que nous sommes les seuls à prendre la Constitution européenne au sérieux. C'est le Parlement européen qui contourne la procédure d'élection du président de la Commission, qui figure pourtant clairement dans le traité. Celui-ci stipule que ce sont les États membres qui sont aux commandes et que le rôle du Parlement est ensuite d'approuver ou non le candidat. Il s'agit donc d'un coup d'État de la part des partis du Parlement européen, qui veulent s'emparer d'une prérogative qui dans le traité a toujours été confiée aux États membres. Vous êtes en tête des sondages dans plusieurs États membres, vous pourriez gagner jusqu'à 20 sièges supplémentaires au Parlement européen, non loin d'ici à Bruxelles. Mais nous savons que vous êtes traditionnellement très eurosceptique. Certains diraient même anti-européen. Comment espérez-vous utiliser cette nouvelle influence pour faire bouger les choses au sein des institutions européennes à Bruxelles ? Je pense que vous voyez déjà cette influence. Vous l'avez vu dans le projet de loi sur la restauration de la nature. Vous l'avez vu dans la législation sur les pesticides que la Commission a essayé de faire passer juste avant les élections. Et vous l'avez aussi vu dans la précipitation pour faire passer le pacte sur la migration, même si c'est une législation inefficace, qui ne résoudra pas le problème fondamental de l'immigration illégale. Il est clair que la simple crainte que notre groupe réalise une percée aux élections a provoqué une réponse qui n'a pas été vue depuis la crise migratoire de 2015. Nous allons donc vivre au niveau européen ce qui s'est déjà passé au Danemark, en Suède et aux Pays-Bas. La montée de la droite conservatrice eurosceptique amènera les autres partis à ajuster leurs politiques les plus folles, en matière de pacte vert, d'immigration, etc. Vous dites donc que la peur de votre succès électoral à l'extrême droite est à l'origine de certaines décisions politiques ici à Bruxelles ? Je pense que c'est assez évident. Si vous faites une analyse, vous verrez que ce Parlement, qui se prétendait être le plus vert, qui prétendait en quelque sorte tenir la promesse d'une élection sur le climat, a maintenant fait marche arrière de manière significative. Et si les sondages restent plus ou moins stables, je ne vois pas le Parlement proposer de réglementations majeures et plus contraignantes pour la transition verte dans les années à venir. C'est donc un résultat très concret de l'espoir électoral, du succès de notre faction. Votre groupe, vu de l'extérieur, semble profondément divisé. Récemment, vous avez perdu le Parti français Reconquête, qui est passé à l'autre faction de droite, les conservateurs et réformistes européens, avec lequel vous siégiez également auparavant. Nous avons aussi vu le Parti des Finlandais passer de l'autre côté parce qu'il n'était pas du tout à l'aise avec certaines de vos positions, sur l'Ukraine en particulier. Craignez-vous que de plus en plus de partis abandonnent Identité et démocratie, passent à l'ECR et vous isolent en marge comme un parti des extrêmes ? Non, ça ne me paraît pas très probable. Je pense que c'est de la fiction. Nous avons vu que l'ECR et le Parti polonais Droit et Justice ont invité le Rassemblement national et Viktor Orban. Donc cela n'a pas vraiment de sens politique d'être divisé sur l'Ukraine. Comme vous l'avez dit vous-même, j'ai servi pendant 5 ans dans le groupe ECR. Il y avait des gens qui étaient plus ou moins sceptiques à l'égard de la Russie. Ils sont toujours là. Je pense donc que l'on retrouve les mêmes clivages. Ce qui ne va pas, à mon avis, c'est qu'il y a 2 groupes à droite. Et je pense que cela a plus à voir avec la présence de personnalités fortes dans certains des plus grands partis qu'à des différences politiques réelles. Il n'y a pas plus de clivage politique entre l'ID et l'ECR qu'il n'y en a au sein du PPE, du SED ou du Parti Renew, par exemple.
Voyez-vous ces deux groupes de droite se réorganiser, en particulier après les élections? Pourriez-vous envisager une éventuelle unification de ces deux groupes? Oui, je pense que cela finira par se produire. C'est déjà le cas au Conseil de l'Europe, où les deux factions ont fusionné pour former un double groupe. Je pense que ce n'est pas seulement après cette élection, mais aussi après les élections présidentielles françaises qui auront lieu dans quelques années, que la question se posera vraiment. Vous avez mentionné l'Ukraine, et j'aimerais me pencher un peu sur ce sujet. En effet, certains électeurs sont extrêmement préoccupés par le fait que l'augmentation de soutien à des partis tels que le vôtre pourrait entraîner un affaiblissement du soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Pouvez-vous préciser à vos électeurs jusqu'où vous seriez prêt à aller pour soutenir l'Ukraine dans ses efforts pour résister à l'invasion russe? Notre groupe croit en la souveraineté nationale et nous pensons fondamentalement que les affaires étrangères doivent être décidées au niveau national et non pas faire l'objet d'un coup d'État de la part de l'Union européenne pour s'emparer de cette compétence et supprimer le droit de veto. Mais je conteste la perception selon laquelle l'Europe a été très favorable à l'Ukraine. Mon pays d'origine, le Danemark, avec le soutien de mon parti, a donné 2 fois plus d'aide militaire que la France, l'Espagne et l'Italie réunies. Ainsi, le Danemark, qui compte 6 millions d'habitants, a donné 2 fois plus d'aide militaire que les 2e, 3e et 4e plus grandes économies de l'Union européenne. Nous venons de voir qu'à cause des gouvernements polonais et français, nous avons interrompu les importations européennes de produits agricoles en provenance d'Ukraine. Je suis donc fondamentalement plus d'accord avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères lorsqu'il dit qu'à l'heure actuelle, la Corée du Nord est un meilleur allié militaire pour la Russie que l'Union européenne l'a été pour l'Ukraine. Mais d'un autre côté, nous avons vu des décisions sans précédent de la part de Bruxelles. Des mesures importantes de financement, l'augmentation du soutien militaire, l'envoi d'armes. Pensez-vous que Bruxelles a encore un rôle important à jouer pour soutenir l'Ukraine, soutenir son économie et s'assurer qu'elle dispose du matériel dont elle a besoin sur le champ de bataille? Mais je ne vois pas cette pression de la part de Bruxelles. À l'heure actuelle, le Royaume-Uni, à titre individuel, a donné plus que les institutions européennes en matière d'aide militaire à l'Ukraine. Il est étonnant que 27 États membres de l'UE en tant qu'institution aient donné moins qu'un seul pays qui ne fait même pas partie de l'Union européenne. Je pense donc qu'il y a beaucoup de belles paroles pour l'Ukraine à Bruxelles, mais qu'en matière d'action concrète, on est à la traîne. Si les Américains n'étaient pas là pour aider les Ukrainiens, ils perdraient sans doute la guerre, parce que l'Europe n'a pas fait le nécessaire. L'aide provient en grande majorité de l'Europe du Nord, des pays baltes, de la Pologne et éventuellement de l'Allemagne. En dehors de ces 6 ou 7 pays membres, les résultats sont plutôt médiocres. Pensez-vous que l'Ukraine devrait commencer à négocier la paix avec Vladimir Poutine? Je pense que c'est aux Ukrainiens de décider si et quand ils veulent entamer des négociations de paix. Ce n'est pas quelque chose qui devrait leur être imposé par des alliés ou par une influence extérieure. Mais pensez-vous qu'il serait préférable que la guerre continue ou qu'un accord de paix soit négocié, même si cela implique de céder une partie du territoire ukrainien? Je pense que pour permettre à l'Ukraine de repousser la Russie au-delà des frontières d'avant l'invasion de la Crimée, l'aide militaire est bien trop insuffisante et bien trop tardive malheureusement. Et nous le voyons aussi en ce moment, nous ne sommes pas en mesure de livrer des missiles anti-aériens. Nous ne sommes pas en mesure d'envoyer des avions de combat. C'est un gros problème et je pense qu'il est tout à fait irréaliste à l'heure actuelle de penser que l'Ukraine a une réelle chance de se battre avec le manque de soutien qu'elle reçoit. C'est une vision assez pessimiste, n'est-ce pas? Êtes-vous en train de dire que parce que les Ukrainiens ont tant de mal à obtenir le matériel, les armes, les munitions dont ils ont besoin, ils devraient envisager de passer aux négociations de paix? C'est ce que vous insinuez? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je pense que si le soutien fort des Américains venait à diminuer, il serait très difficile pour les Ukrainiens de gagner cette guerre. Je leur souhaite le meilleur, mais j'aurais aimé que l'Europe s'implique plus. Et ici, plus de 2 ans après, nous constatons que l'Europe a pris beaucoup de retard et qu'elle n'a pas été à la hauteur. Nous ne sommes même pas en mesure de livrer 1 million d'obus d'artillerie. La Corée du Nord, une dictature dépravée sans véritable économie, a livré 2 ou 3 fois plus d'obus à la Russie. Êtes-vous favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne une fois qu'elle aura rempli tous les critères, y compris celui de la lutte contre la corruption?
Je pense que le délai n'est pas réaliste et je pense que ce serait un changement trop important pour l'Union européenne, de mon point de vue. Mais il n'y a pas de délai fixé, c'est quand ils auront rempli ces critères. Je ne suis pas d'accord avec cela. Lorsque vous entendez Charles Michel parler d'avant 2030, lorsque vous entendez Ursula von der Leyen dire que nous pourrions peut-être les intégrer progressivement, sans leur accorder tous leurs droits dès le départ, c'est ainsi qu'ils ont procédé pour l'élargissement à l'Est il y a 25 ans. Ces pays sont devenus membres, mais leur liberté de circulation a été restreinte pendant un an. Même aujourd'hui, certains États qui sont dans l'Union depuis plus de 20 ans ne sont pas membres à part entière de Schengen. Donc non, je pense que la feuille de route de Bruxelles n'est pas de faire respecter les critères de Copenhague dès le début. Il s'agit plutôt d'une intégration progressive par laquelle le pays obtient les droits d'adhésion et l'on espère ensuite que les choses s'améliorent. Et permettez-moi de dire qu'en ce qui concerne non seulement l'Ukraine, mais aussi les 8 à 10 pays membres dont nous parlons actuellement, ce sont les mêmes acteurs qui se plaignent de l'état de droit en Hongrie et dans d'autres pays qui disent maintenant « accélérons la procédure pour intégrer des pays dont les antécédents sont bien pires que ceux de la Hongrie de Viktor Orban sur beaucoup de critères ». Nous avons parlé de l'Ukraine. J'aimerais passer à la Russie parce que vous avez mentionné quelques-uns de vos partis membres. Le Rassemblement national, par exemple, en France. Historiquement, ils ont eu des liens assez étroits avec la Russie et depuis peu, des enquêtes sont ouvertes sur des eurodéputés en exercice qui sont soupçonnés de recevoir de l'argent de la Russie pour diffuser de la propagande pro-Kremlin en Europe. Craignez-vous que certains membres du parti Identité et démocratie soient influencés par la Russie ou par la Chine ? Oui, je suis toujours préoccupé par les influences extérieures, comme je l'ai été lorsque je dirigeais une délégation du Parlement européen au Maroc et que j'ai vu des membres du SED parler très favorablement d'une dictature islamique. Et nous avons découvert par la suite qu'ils avaient reçu d'énormes sommes d'argent pour cela. Mais juste pour le souligner, lorsque nous parlons par exemple du Rassemblement national, je pourrais donner une multitude d'exemples de chefs d'État européens qui avaient une vision tout aussi naïve de la Russie avant l'invasion à grande échelle. Nous avons vu la France continuer à vouloir vendre des porte-hélicoptères à Vladimir Poutine après l'invasion de la Crimée. Nous avons vu le gazoduc Nord Stream 2 être défendu par les politiciens allemands, à la fois à gauche, au centre et à droite. Nous avons vu le Premier ministre danois ouvrir le parc d'attractions Tivoli pour boire une bière avec Poutine lors d'une visite d'État au Danemark. Malheureusement, beaucoup de gens ont été naïfs envers la Russie. Ce n'est pas spécifique à la droite. C'était avant l'invasion de l'Ukraine. Prenez-vous déjà des mesures? Parce que vous dites, si ces enquêtes aboutissent, nous prendrons des mesures. Mais ne pouvez-vous pas faire quelque chose dès maintenant pour vous assurer qu'avant ces élections, cet exercice démocratique, il n'y a pas d'ingérence étrangère dans votre parti? Oui, bien sûr, c'est possible si nous avons une accusation concrète qui nous permet d'agir. S'ils ne tiennent pas leurs promesses et si ces allégations sont confirmées, il appartiendra bien sûr à notre bureau de prendre une décision. Je dis simplement, très calmement, que nous avons constaté ces problèmes dans une multitude de groupes et qu'il est un peu étrange que tous ces incidents ne soient pas considérés sur la même échelle. Au cœur de ces enquêtes en cours se trouve un média, un soi-disant média, qui a été sanctionné par l'Union européenne. Il s'appelle La Voix de l'Europe. On soupçonne qu'il s'agit d'une opération d'influence pro-Kremlin qui payait des députés européens pour diffuser de la propagande. Vous avez accordé une interview individuelle à La Voix de l'Europe au début de l'année. Avez-vous été payé pour cet entretien? Non, bien sûr que non. Cette interview a été organisée dans les mêmes conditions que celle-ci. On m'a demandé de donner une interview et je l'ai fait. C'est mon travail en tant qu'homme politique. Mais il est inquiétant de constater que cette influence extérieure est souvent utilisée pour diffuser des informations erronées sur la droite. J'ai un bilan impeccable en ce qui concerne la fermeté à l'égard de la Russie, la fermeté à l'égard de la Chine. Personne n'en a jamais douté. Il arrive donc que ces allégations soient utilisées à des fins politiques. Je suis assez surpris que le Parlement européen, entre autres, fasse un lien entre le fait d'être eurosceptique et la diffusion de fake news. Je pense que l'on peut facilement être eurosceptique sans propager de fausses informations. Je suis également préoccupé de voir que les séparatistes, catalans et basques par exemple, et les personnes qui croient au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sont souvent étiquetés comme pro-russes. Je pense que l'on peut avoir ces opinions sans être un mandataire de la Russie ou de la Chine.
Je voudrais maintenant parler de l'immigration. Je sais que c'est une priorité de votre programme politique. Nous savons que vous voulez changer la façon dont l'Europe traite la migration, en particulier l'immigration clandestine. Mais pour nos concitoyens, pouvez-vous préciser les mesures que vous proposez? Le modèle que nous proposons est le modèle australien. Si vous essayez d'entrer illégalement en Europe, la seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que vous ne serez pas autorisé à rester sur le continent. Pour les migrants qui demandent une protection qui doit être traitée dans un pays tiers, ce modèle s'est avéré très efficace. Lorsque l'Australie l'a mis en œuvre, les chiffres ont baissé de 95% en l'espace d'une année civile. Nous pensons donc que la solution est assez simple, mais je ne vois pas de soutien pour un tel modèle dans le paysage politique européen actuel. Je pense que le modèle danois de migration peut être étudié par d'autres pays. Nos chiffres sont extrêmement bas si on les compare à ceux de l'Autriche, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Espagne ou de la France. Donc un modèle sous un gouvernement socialiste. C'est un modèle qui a été mis en œuvre par le précédent gouvernement de droite et qui est maintenant adopté par le gouvernement socialiste. Je pense que cela prouve ce qui se passe lorsque l'on laisse la droite du spectre politique participer à l'élaboration des décisions. Ce qui était controversé lorsque le Parti populaire danois l'a proposé dans les années 90 est aujourd'hui une politique migratoire universellement acceptée par le Parti populaire socialiste et le groupe des Verts, ainsi que par notre parti qui se situe à droite de l'échiquier politique. Et je pense que si d'autres pays membres de l'Union européenne avaient appliqué un peu plus tôt certaines des mesures que nous avons mises en œuvre en 2001 et 2005, l'Europe se porterait beaucoup mieux aujourd'hui. Que pensez-vous du concept qui consiste à externaliser les demandes d'asile en suivant par exemple le modèle de l'Italie qui a conclu un accord avec l'Albanie? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez? Cela dépend beaucoup de ce que vous entendez par ce modèle, parce qu'il y a deux variantes. La première est étroitement liée au modèle australien, où vous devez entrer sur le territoire européen et ensuite être déplacé vers un pays tiers. Dans le deuxième modèle, que nous appelons au Danemark l'asile d'ambassade, si vous arrivez dans l'Union européenne, vous pouvez demander l'asile dans un pays tiers. Nous sommes favorables au premier modèle, le second conduirait à une situation beaucoup plus incontrôlable. Mais le premier modèle pourrait se heurter à des obstacles juridiques au sein de l'Union. Êtes-vous sûr de pouvoir les surmonter? Nous avons maintenant l'exemple italien. Le Royaume-Uni qui a quitté l'Union mettra peut-être en œuvre leur accord avec le Rwanda. Mais de ce point de vue, je pense que les États membres auraient intérêt à faire preuve de plus de sérénité. Et je constate que le nouveau gouvernement néerlandais demande également une dérogation en matière d'affaires intérieures et d'asile, à l'instar de l'Irlande et du Danemark. Cela leur donnerait une plus grande marge de manœuvre pour résoudre ces questions. Et j'espère que l'UE sera plus indulgente pour envisager de tels modèles. Qu'en est-il de l'immigration légale? Des leaders comme Meloni en Italie appellent à des voies légales parce que nous allons être confrontés à un déclin démographique important en Europe. Nous avons besoin de main-d'œuvre. Que ferez-vous pour que les gens puissent venir ici légalement pour travailler? Je pense que c'est aux États membres de déterminer quel type d'immigration légale ils veulent autoriser et comment ils veulent le faire. Nous avons de bons résultats au Danemark depuis 20 ans avec le modèle dit de la carte bleue et de la carte verte, qui permet d'accueillir les immigrants qualifiés et les travailleurs issus de pays qui, historiquement, ont été faciles à assimiler dans notre société. On constate alors qu'un nombre assez élevé de migrants s'intègrent très bien dans la société. Mais bien sûr, si vous continuez à avoir des migrations clandestines, en particulier en provenance de pays qui se sont avérés très difficiles à intégrer, alors vous continuerez à avoir ces problèmes. Vous avez clairement dit que vous ne soutiendrez pas Ursula von der Leyen pour un second mandat en tant que présidente de la Commission. Qui serait selon vous un meilleur candidat pour ce poste? Je pense que la situation est bloquée. Il n'y a qu'une seule véritable opposition au statu quo et elle vient de la droite. C'est aussi pour cela que nous avons ces débats de Spitzenkandidat. Les autres partis ne se disputent pas vraiment la vedette, ils demandent juste à Ursula von der Leyen de donner des garanties sur la politique ou sur la procédure parlementaire avec qui elle devrait former sa coalition, etc. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'une élection contestée. Tout le monde a plus ou moins accepté que le PPE conservera sa position, et les seuls qui ont déclaré qu'ils ne voteraient pas pour von der Leyen se trouvent à droite. Nous sommes donc de facto la seule et principale opposition au statu quo actuel. Et enfin, pour conclure, espérez-vous que le cordon sanitaire, cette sorte de pare-feu qui vous sépare des autres partis depuis si longtemps, sera supprimé et que vous pourrez peut-être même obtenir un poste de premier plan à Bruxelles à l'avenir?
Je ne sais pas, j'ai été premier vice-président de la Commission des Affaires étrangères, qui est l'une des plus hautes fonctions du Parlement européen, et cela ne signifie pas grand-chose pour moi. En réalité, je pense que la politique est la chose la plus importante. Menez la politique que vos électeurs attendent de vous. Et si les autres partis maintiennent ce cordon sanitaire, je pense qu'il finira par s'effondrer. Nous l'avons vu au Danemark, nous l'avons vu en Suède, nous le voyons maintenant aux Pays-Bas. Je pense qu'il sera difficile à maintenir en France désormais, ainsi qu'en Flandre. Et en Autriche, il est déjà tombé. Je pense donc que les électeurs mettront fin au cordon sanitaire bien avant que les politiciens traditionnels n'aient à le faire. Anders Vistisen, merci beaucoup. Merci.